Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaires. La vidéo vous concerne. Alors donc, pour boucler chapitre sur les lois binomiales, succession des preuves indépendantes, alors oui, vous allez me dire pour ceux qui font maths complémentaires, le chapitre n'est pas vraiment complet, je le sais, il y a une partie loi géométrique. Alors j'ai fait le choix pour le moment, bien évidemment ceci est tout à fait discutable, mais pour le moment j'ai fait le choix en fait de ne pas aborder le chapitre en entier. Donc la partie loi géométrique qui nous reste, c'est vraiment une petite partie courte. Et bah ça on la fera donc au mois de un petit peu plus tard, donc quand je vais en fait repartir sur les variables aléatoires en spécialité maths, et bah donc on va finir la partie sur la loi géométrique que j'aurai pas abordé là. Ou dès que j'aurai un peu de temps, je la finirai. Mais en tout cas donc là pour qu'on avance un peu, donc pour ceux qui font maths complémentaires, là je vais juste faire l'intervalle de fluctuation. Comme ça on va repasser sur des choses un petit peu plus comment dire analytiques. Ok, des thèmes un peu plus analytiques en spécialité et en maths complémentaires pour que vous soyez réguliers au même endroit. Et puis, tout ira bien, ok. Alors, du coup, ici, on va s'intéresser à la notion d'intervalle de fluctuation, ok. Donc, ça va être l'avant-dernière vidéo, même exactement, parce qu'il y a une prochaine vidéo, on va prendre une décision en se servant de l'intervalle de fluctuation. Donc, pour cela, je vous laisse mettre en pause, essayer de répondre à cet exercice. Alors, oui, petite précision, dans ce type d'exercice, vous aurez besoin toujours d'une calculatrice. Vous pouvez pas faire ça sans calculatrice, c'est indevinable, ok. Sur ce donc, correction. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle de fluctuation? Parce que pour vous, c'était un peu flou. Alors, un intervalle de fluctuation, c'est quoi? Alors déjà, premier élément, l'intervalle de fluctuation ici, quoi, à définir, ce sera toujours un intervalle donc centré à 95%. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que en gros, quand on va répéter un certain nombre de fois notre épreuve aléatoire, c'est un intervalle pour lequel on est sûr au moins 95% d'obtenir un certain nombre de valeurs, ok? La plus grande majorité des valeurs, en fait, ok? Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, mais c'est pas l'exemple. Par exemple, quand j'ai lancé donc une pièce de monnaie, voilà, donc à une certaine probabilité, tout simplement, de faire un pile, on va pouvoir compter le nombre de piles, le nombre de non-piles, ok, sur, par exemple, les 20 répétitions. Et donc, sur ces 20 répétitions, on va chercher à savoir, tout simplement, donc, à peu près à combien de fois, donc, on est, donc, sur quel intervalle exactement de fois, on est sûr, d'obtenir un pile, ok. Donc, si c'est entre 10 et 15 fois, entre 8 et 2 fois, etc., etc. C'est un peu ça l'idée, donc, d'intervalle de fluctuation, ok. C'est pour voir à peu près, donc, quand on répète sur un grand nombre de fois une expérience aléatoire, donc, le nombre moyen que l'on a de réussite. C'est ça l'idée. Alors, du coup, ici, c'est pas une pièce de monnaie que je vous ai proposé comme exemple, c'est tout simplement un QCM, ok. Donc, un QCM, on répond à 50 questions de QCM. Donc, ici, j'ai oublié de préciser, on le fait au hasard, bien évidemment. Et dont la probabilité P d'obtenir une bonne réponse à chaque fois, c'est 0,4. Ok. Donc, déjà, premier élément, tout simplement, j'ai oublié de le préciser aussi, mais bon, ça paraît évident quand vous êtes dans le chapitre, c'est que, bien évidemment, quand vous répondez à une bonne réponse, ça n'a pas d'influence sur la prochaine question. Quand vous répondez à une mauvaise question, quand vous avez la mauvaise réponse à une question, ça n'a pas d'influence pour la suite. Ok, c'est toujours la même probabilité, 2 tiers. Donc, en fait, on va répéter 50 fois une même épreuve de Bernoulli. Donc là, je le sais vite, hein. Je vous ai schématisé. Donc, on répète 50 fois un même schéma de Bernoulli qui est suivant. De la probabilité succès, c'est-à-dire obtenir une bonne réponse, c'est P égale 0,4. Et donc, le contraire, obtenir une mauvaise réponse, c'est 0,6. Ok. Donc, ça, c'est l'événement contraire. Donc, ça, c'est obtenir une réponse mauvaise ou négative, que vous enlèverez des points. Ainsi, donc, on peut dire que grand X, comme je répète la même épreuve de Bernoulli 50 fois, et ce, dans des conditions de répétidépendance, puisqu'en effet, quand je réponds à une question, ça n'aura pas d'influence sur la réponse à la suivante, dans ce cas-là, on va dire que le grand X, sa variable associée, qui va donc donner, donc grand X, on va préciser, ces variables associées, ces variables aléatoires, qui va donner le nombre de bonnes réponses. Cette variable aléatoire, donc grand X, elle suit une loi binomiale de paramètres MP, avec n correspondant au nombre d'épreuves, 50 questions, et P la probabilité de succès 0,4. Ok, donc grand X suit la binomiale de paramètres 50, 0,4. Alors, j'ai dit que cet exercice, donc, qui consistait à déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de risque
5%, bon, on peut pas le faire à deux têtes. Cependant, donc, quelque chose qu'on peut essayer d'imaginer, c'est tout simplement, à quoi ça, enfin, sur un graphique, donc, représentant une loi binomiale, vous avez dit dans une de mes vidéos que normalement, donc, la représentation graphique d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, donc ça, cette forme-là, ok, une forme un peu de cloche. Alors, j'avais mal dessiné, je m'en souviens. Je sais mieux vous la dessiner. Bon, ça donne un truc comme ça. Voilà, et puis encore. Voilà. Et donc, au niveau de la cloche de Gauss, ça me donne un truc un peu mieux comme ça. Voilà. Bon, ça donne une cloche de Gauss comme j'ai tracé vite fait à la main. Bon, et donc, j'avais dit en fait, donc ici à peu près, on avait ce qu'on appelle des points d'inflexion. Et donc, en fait, la distance que vous avez entre ici, donc qui correspondrait au milieu de notre courbe, ou bien tout simplement à l'espérance, mu, on peut le noter comme ça, ou E devant X, c'est la même chose. Et donc, un des points d'inflexion ici, ou à peu près ici, hein, et ça, c'est l'écart type. Et en fait, si je me dis, donc ça, c'est une propriété pour le coup qui vient des statistiques. Alors, je vais dessiner le graphe un peu plus grand parce que c'est vrai que comme ça, c'est un peu moyen. Donc, en fait, quand je vais prendre, par rapport à l'espérance, quand à gauche et à droite de l'espérance, je vais décaler de 2 fois l'écart type. Donc, à peu près comme ça. Voilà, je vous fais l'allure. 2 fois sigma, donc. Et en fait, ce qui va se passer au niveau des abscisses, c'est que je vais prendre à peu près 95% des valeurs. Donc là, ici, la distance que vous avez là, que je trace en bleu là en bas, c'est tout simplement 95%. Ok. Quand je prends mu plus ou moins de sigma, dans ce cas, cet écart-là va me donner tout simplement 95% des valeurs. Donc là, à la main, ce qu'on peut faire, on peut calculer ce qu'on appelle l'espérance, ensuite l'écart type, et je fais mu plus 2 fois sigma, plus ou moins de sigma, et comme ça va me donner la valeur minimale, telle qu'on a 95%, et la valeur maximale, donc telle que là, entre les deux, on a bien 95%. Donc on peut faire ça à la main, ou bien on peut servir d'un tableau, ok, dans le tableau un tableur Excel, ok. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la méthode un peu galère à la main, donc en servant des statistiques. Donc la méthode E mu moins 2 sigma, ok. Donc mu moins 2 sigma, déjà il nous faut l'écart type, ok. Donc l'écart type de grand X, ce qu'on appelle le mu, c'est n fois p. N c'est 50, p c'est 0,4, là ça fait 20. Ok, donc en moyenne, sur mes 50 questions, en moyenne, donc j'obtiens 20 bonnes réponses. Ok, mais bien évidemment, c'est ce que j'obtiens en moyenne. Mais donc à 95% des chances, est-ce que à combien je peux estimer le nombre de bonnes réponses? C'est ça le but de cet exercice en fait, qu'on veut faire voir. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va utiliser un intervalle de fluctuation. Donc là, j'ai l'espérance. Moi, il me faut l'écart type maintenant. L'écart type, donc, c'est racine carrée de NP facteur moins P. Let's go. Donc, NP, on l'a calculé, c'est 20. Donc là, on aura plus d'ailleurs, quand on a fait cette définition, on aurait pu dire aussi que l'écart type, c'est racine carrée de l'espérance facteur 1 moins P. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça, on a fait la définition de cette manière. Donc, on ne peut pas la contredire maintenant. Donc, ça fait racine carrée de 20 fois 1 moins 0,6, 0,4, qui fait donc 1 moins 0, ce qui fait donc 0,6 fois 20, ce qui fait racine de 12. Racine de 12, donc 12 c'est 3 fois 4, donc racine de 3 fois racine de 4, ce qui fait donc 2 racines de 3. Ok. Donc maintenant, si j'exprime la différence mu moins de sigma, ou mu plus de sigma, il vient qu'on a la chose suivante alors. Donc si j'exprime d'une part la différence mu moins de sigma. Mu moins 2 sigma, donc on a dit c'est 20 moins 2 racines de 3. Et donc là, on peut prendre une calculatrice et effectuer les calculs, ou bien on peut se débrouiller à factoriser. Ok, donc là, 20, je peux factoriser par 2 déjà. Donc ça fait 2 facteurs de 10 moins tout simplement racine de 3. Voilà, et après, là, je peux pas faire mieux que ça. Donc après, 10 moins racine de 3 c'est à peu près 1,7. Donc 10 moins 1,7, je peux trouver 8,3 à peu près, fois 2, donc je trouve 16. Ok, bravo. Donc là, bon, je vais arrondir exprès en dessous. Donc je vais arrondir exprès par défaut. Donc là, ici, par défaut, j'obtiens 16. Ok, voilà, donc à l'unité près. Ensuite,
Alors, pardon, non. Oui, oui, c'est bien vrai, pardon. Ensuite, donc, on calcule l'autre différence. Donc, c'est cette fois-ci mu plus 2 fois sigma. Donc, ça fait 20 plus 2 racine de 3. C'est donc égal à 2 facteur 10 plus racine de 3. Pareil, là, je vais arrondir donc un petit peu plus haut pour que vous puissiez voir l'idée. Donc, après, bah, qu'est-ce que je vais faire? 10 plus racine de 3, ça fait à peu près donc 10 plus 1, 7. Donc, à peu près 11,7 fois 2. Donc là, on a à peu près, donc là, je vais arrondir vraiment à l'excès. Pour le coup, on va tomber sur 24. Ok, en arrondissant vraiment à l'excès. Sinon, ça aurait fait donc 23,4. Bon, là, j'arrondis à l'excès, ça fait 24. Alors donc, a priori, avec cette méthode, on trouve que l'intervalle de fluctuation, enfin, on trouve que normalement, on devra obtenir à 95% des coups entre 16 et 24 bonnes réponses. Ça, c'est une première approximation avec cette méthode mu moins 2 sigma. Moi, la méthode que je vous... Donc ça va juste vous donner une petite indication. Et en fait, la méthode que je vous conseille, après, bon, ça vous faites ça sur vos copies. Et après, donc à côté, ce que vous faites, vous revérifiez sur vos calculatrices. Donc vous allez donc calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou bien égal à 16. Et vous regardez si ça dépasse 2,5%. Si ça dépasse, dans ce cas, vous revenez en dessous. Donc vous calculez P de grand X inférieur ou bien égal à 15. Et si c'est encore trop supérieur à 2,5, et je redescends. P de grand X égale 14, ainsi de suite. Inférieur ou égal à 14. Et là, c'est c'est la même technique, en fait. Et du coup, vous trouvez 24, c'est super. Mais donc, ce que vous allez faire, vous allez calculer P de grand X inférieur ou bien égal à 24. De toute manière, la calculatrice ne sait faire que ça. Donc, vous regardez. Là, si vous trouvez plus de 97,5%, c'est nickel. Si vous ne trouvez pas 97,5%, mais en dessous, parce que là, vous montez. Vous faites P de grand X supérieur ou bien égal à 25, et ainsi de suite. Ok, vous montez jusqu'à dépasser. Vous voyez le délire? Donc, on va le faire. Hein. Je vais le faire là. Et après, ce que je vais vous proposer comme méthode, c'est la méthode avec un tableur. Donc, la méthode à la calculatrice, alors, elle va être un peu longue ici parce que vous allez voir, elle va falloir bidouiller. Donc, du coup, vous faites seconde, vous allez d'un var, et en fait, vous allez descendre jusqu'à avoir binomial f de rep. Voilà. Donc, c'est le B là, binomial f de rep. Vous faites entrée. Et donc, vous tapez le nombre d'essais. Donc, en fait, c'est les 50 questions. Probabilité succès, ici, c'est 0,4. Valeur de grand X, donc ici, on a dit 16. Et après, on fait coller. Et après, on fait entrer. Donc là, je vois 0,156, etc. Ok, si je multiplie par 100, je vois qu'ici, ça fait tout simplement, c'est bien trop élevé. Ok, là, je vois déjà, je suis à 1, même pas 1 d'ailleurs, je suis à 15,6. C'est un peu trop élevé. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, je vais regarder ce qui se passe pour P de grand X inférieur ou bien égal à 15. Donc là, je fais seconde var. Pareil, même manipulation que tout à l'heure. Bam. On me laisse toujours 56, 0,4 probabilité de succès. Maintenant, j'ai ça à 15. Coller. Là, je vois que le pourcentage descend. Cette fois-ci, on est autour de 9,6%. Donc, c'est un peu mieux, mais c'est encore un peu trop haut. Donc là, je regarde, binomial, F de rep. Et cette fois-ci, je vais descendre à non plus 15, mais à 14. Voilà. Donc là, à 14, je vois que je suis à 5,4%. Ce qui est un peu haut encore. Parce que oui, pareil, la nombre que vous obtenez, c'est en écriture décimale. Donc, vous multipliez par 100 pour avoir un pourcentage. Vous faites ça dans votre tête. Et vous voyez si ça coïncide ou pas. Ok? C'est-à-dire, vous décalez la virgule de 2 crans. Ok? Quand vous faites en sixième. Donc là, c'est un peu trop haut. On fait pareil. Donc là, on va passer à 13. On va voir ce que ça nous donne. Binomial F de rep. Donc là, on passe à 13. Coller. Je vois, donc je suis à 2,8% à peu près. Ok? Bon, on va voir ce qui se passe si je passe à 12. Bon, a priori, normalement, on devrait être en dessous des 2,5. Mais on va quand même le vérifier. Donc, on passe à 12. Binomial F de rep. Tac. Et là, je vois que j'ai 1,3%. Donc, du coup, c'est la valeur 13 qui correspond. Bon, pareil. Là, je ne vais pas le faire avec vous. Mais normalement, si vous faites les calculs, donc là, vous voyez que c'est P de grand X inférieur ou bien égal à 13 qui est correct. Donc, c'est à partir de la valeur 13 en fait qu'on a dépassé 2,5%. Et si vous faites les calculs dans ce sens-là, vous verrez que c'est à partir de la valeur 27. Ok, donc là je vous laisse faire les comptes. Hein. Voilà, vous rentrez 24, vous rentrez 25, vous rentrez 26, vous rentrez 27, et vous verrez c'est à partir de 27% que je commence à être à la limite en fait. Parce que si je passe à 28, vous verrez je suis au-dessus.
je suis au-dessus de 97,5%. Donc, du coup, voilà. Maintenant, ce que vous pouvez constater, ça veut dire quoi, ce que je viens de faire en fait? Ça veut dire que à 95% des chances, on peut obtenir entre 13 et 27 réponses avec ce QCM, ok? 27 bonnes réponses, si on répond au hasard, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est une première chose qu'on peut dire. Deuxième chose, donc, en fait, la notion d'intervalle de fluctuation, pour la déterminer, c'est pas très compliqué. Vous allez prendre la valeur que vous avez trouvée, donc la valeur pour laquelle on dépasse de 2,5%, la première, et vous allez diviser par le nombre total d'essais. Donc du coup, je prends, pour avoir l'intervalle de fluctuation, je vais noter IF. On prend donc 13 que je divise par 50. Et pour la valeur qui va fermer l'intervalle, donc là je prends la valeur que j'ai avant que l'on dépasse 95%, donc les 27, et je divise par le nombre total. Donc ici, c'est 50. Et donc je tiens que l'intervalle de fluctuation, donc au seuil de risque 0,5%, donc 13 divisé par 50, je vois que ça fait 0,26. Et là, 27 divisé par 50, je vois que ça fait 0,54. Donc ça, c'est l'intervalle de risque. C'est l'intervalle de fluctuation au seuil 5%, au seuil de risque 5%. Donc au seuil de risque 5%, a priori, je dois obtenir un nombre dont tout simplement, ça correspond entre 0,26 et 0,54. Ok, de 50. Donc ça, c'est pour la détermination de l'intervalle de fluctuation. Oui, on peut aussi la déterminer de cette manière, cet intervalle de fluctuation. Donc ça, avec la méthode de seconde, c'est largement faisable. Donc en fait, pour déterminer cet intervalle de fluctuation, bon là, je vais pas le faire de compte, mais donc on peut prendre la probabilité, donc ici la probabilité de succès, moins 1 divisé par racine carrée du nombre d'essais. Et donc pour la valeur supérieure, c'est probabilité toujours de succès, plus 1 divisé par racine carrée du nombre de... pas nombre de succès, pardon, mais nombre d'essais en fait. Okay, et à chaque fois, donc, vous allez obtenir à peu près 0,26 et 0,54, à peu près. Une autre manière donc d'obtenir cet intervalle de fluctuation, donc vous prenez un tableur, comme je vais le faire là, et en fait, donc à l'aide du tableur, c'est le même principe que sur la calculatrice, c'est en moins long que ce que j'ai fait là. Et vous regardez à partir de quelle valeur je dépasse ici 2,5%. Ok, donc je regarde, et je vois que c'est au bout de la valeur 13 que je dépasse 2,5%. Ok, avant, donc à 12, je suis un peu en dessous de 2,5%. Donc du coup, ça fait que tout simplement, je prends la valeur 13 qui va commencer mon intervalle de fluctuation. Je vais descendre, jusqu'à arriver à la valeur qui va fermer l'intervalle, la valeur donc pour laquelle je suis en dessous de 97,5%. Voilà, et donc là, je vois c'est autour de 27, ok. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ainsi, j'obtiens mon intervalle qui est de la forme 13 divisé par 50, ok, et 27 divisé par 50. Et donc, j'obtiens le même résultat qui est là, ok. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.